Allez-y. Bonjour, Anne-Cyril Tissot d'Alter Bourgogne. Et je voulais savoir si vous avez réfléchi aussi à l'inverse et au fait que parfois, enfin en tout cas moi je me suis retrouvée dans cette situation-là, on explicite le plus possible les incertitudes. Après il y a des problèmes de confiance et de légitimité en ce que les experts peuvent dire auprès des décideurs. Et en plus des fois l'incertitude n'est pas toujours mesurable non plus. Non, ça c'est vrai. Alors, elle n'est pas mesurable, elle peut prendre plusieurs formes. C'est pas forcément une forme statistique. Alors, c'était un peu l'objet de ma première remarque, hein. C'est-à-dire qu'il y a, du point de vue du spécialiste, il peut se sentir délégitimé à partir du moment où il affiche des marges d'erreur trop importantes. Et c'est vrai que ça, c'est un frein majeur. Mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'il ne faut pas le faire. Moi, je suis assez partisan pour que... Enfin, ça ne me gêne pas, hein. Je suis tout à fait capable de dire que je ne sais pas dire en telle et telle... Voilà, la fourchette d'incertitude. C'est plutôt la façon de présenter les choses, en fait, si vous avez réfléchi un peu justement pour que... Parce que c'est pas forcément de l'autocensure, mais c'est des réactions des fois qu'on voit, enfin qu'on observe lorsqu'on parle d'incertitude. Et en fait, des fois, on a des réactions de personnes qui disent oui, bon, bah, en fait, vous savez pas, quoi. Et c'est plus la façon de présenter ces incertitudes qui serait intéressante à réfléchir pour effectivement que ça soit bien explicité et que il y a des incertitudes, mais il y a aussi des choses où on peut avoir confiance, quoi. Oui, enfin vous allez effectivement dans le même sens, et je pense que c'est pour ça que j'insistais aussi sur la nécessité de préparer le terrain et de préparer les mentalités. Actuellement, j'ai l'impression que souvent, on n'est pas prêt à entendre un discours où les incertitudes sont clairement affichées. Mais c'est vrai pour les spécialistes, c'est vrai pour les usagers ou les utilisateurs, hein, ou les décideurs. Bon, mais moi-même, j'enseigne. Hein, alors, je vous ai donné un exemple un peu compliqué à comprendre au départ sur les statistiques. Je dis à mes étudiants, arrêtez de caler des lois de probabilité, c'est stupide. Vous devez donner des fourchettes. Donc, ces pratiques antérieures, elles doivent disparaître. Mais ça mettra du temps. Je pense que ça mettra 30 ans. Il faut qu'une génération passe. D'ailleurs, pour rester sur la question du langage, vous avez dit tout à l'heure que l'incertitude, elle existe. Mais en fait, sur votre slide, il était marqué que l'incertitude est subie. Et ce mot subir, justement, en général, en français, quand on l'utilise, il y a une connotation négative derrière. Et on subit des choses qu'on n'aime pas. Et je pense que l'incertitude, au cas présent, comme vous l'avez dit, elle existe. Il faut l'accepter. Et c'est quelque chose de plutôt positif. Oui, ça c'était une façon un peu provocante de montrer quel était notre point de vue. Actuellement, on a quand même l'impression que c'est gênant. Il faut renverser cette vision des choses. Non, c'était pas une question, c'était une remarque pour rebondir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure. Mais je sais qu'en gestion des pêcheries, il y a pas mal de gens qui se posent cette question sur la façon dont le message va être perçu. Et c'est très difficile effectivement de faire passer un message quantitatif précis de surexploitation, d'état des ressources et de surexploitation. Et par exemple, une pratique qui commence à prendre un peu d'ampleur, c'est de dire on va s'intéresser aux tendances à la hausse ou à la baisse dans l'état des stocks. Voilà. Et on va prendre des décisions de gestion qui sont uniquement basées sur l'idée de tendance. Alors, la tendance, finalement, elle est très certaine quand on s'intéresse à l'idée est-ce que ça baisse ou est-ce que ça descend, parce qu'elle intègre tout un tas de possibilités. Si on va dans le quantitatif, on n'est pas capable de préciser, mais par contre, on sait dire ça baisse, ça descend. Voilà, donc c'est juste un éclairage sur une façon de faire pour que le message de l'expertise soit finalement peut-être plus facilement perceptible, utilisable. Oui, moi j'interprète ça aussi, ça fait un peu écho à ce que je n'ai pas forcément très bien expliqué, mais je crois qu'une fois qu'on a en tête les incertitudes, ça amène à changer la manière de prendre des décisions, à éventuellement regarder d'autres choses. Donc je pense que il y a derrière, caché, le fait que une fois qu'on est face aux incertitudes, il faut réfléchir différemment. Donc c'est un peu ce que vous illustrez, hein. Pas réfléchir sur les quantités, mais plutôt sur les tendances qui sont un peu plus précises que les quantités elles-mêmes. Oui, une question ouverte. Qu'est-ce que vous pensez de la généralisation de l'application du principe de précaution aux politiques publiques et est-ce que ce n'est pas un grand obstacle à la promotion que vous faites de la notion d'incertitude, que je soutiens, hein, mais qui me semble quand même aujourd'hui un peu contrebattue par ce principe de précaution généralisée?
Je peux ne pas répondre parce que franchement, je ne suis pas un spécialiste du domaine. Voilà. Et c'est une question qui va faire une très très bonne transition voilà. Avec l'exposé de Denis, je pense, qui lui va revenir sur ces aspects. Oui, dans votre schéma, on n'a pas vu, vous n'avez pas fait état de l'intervention, je dirais, des pressions politiques ou des pressions économiques. C'est-à-dire qu'on a j'ai l'impression que c'est on va dire que c'est un schéma dans un monde de bisounours un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne voit pas comment les pressions, en fait on sait très bien que dans toutes ces choses-là, quand on a analysé des situations comme ça, il va y avoir des pressions politiques ou des pressions économiques qui vont interférer, je dirais, avec le processus. On pourrait prendre des exemples, si vous voulez, quand le doute a été soulevé concernant la question du Mediator, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des pressions économiques et des pressions. Là, c'était, je pense, principalement des pressions économiques qui ont fait que le processus ne s'est pas déroulé comme il aurait dû se dérouler. Mais vous avez complètement raison. D'abord, soyons modestes. Ce n'est qu'un schéma pour guider la réflexion, y compris celle que vous avez dit. C'est-à-dire qu'ici, à n'importe quel moment, tout ce qui est rond, là, c'est les processus d'instruction où effectivement, il y a la possibilité de principe que s'exercent des pressions de tous ordres. C'est une raison supplémentaire pour dire qu'il y a quand même un effort d'organisation et de structuration pour faire en sorte que ces phases d'instruction puissent être menées de façon relativement sereine et indépendante des pressions. On est toujours dans les bisounours. La contrepartie, c'est que il y a l'exigence de transparence qui va avec. Et ce n'est pas une garantie absolue, mais ça permet de tempérer un peu les choses. Et encore une fois, on n'est pas dans un monde parfait. Ce n'est qu'un schéma. On sait très bien que à des moments, les processus peuvent dérailler ou s'arrêter là alors qu'ils devraient continuer. Mais si vous voulez, c'est un petit peu un guide pour l'action. Mais encore une fois, l'idée est bien d'assortir ça de quelque chose qui soit à la fois transparent, itératif et participatif. Donc ce n'est pas une garantie absolue, mais ça peut tempérer un peu l'effet des pressions. Est-ce qu'il y a est-ce que vous êtes appuyé sur des exemples ou des cas où il y a eu des tentatives d'agir de cette manière-là, ou est-ce que depuis la sortie du guide, il y a eu des cas où des exemples où ils ont essayé de suivre ou de mettre en application ce type de démarche-là? Alors, je dirais, j'ai conclu ma présentation en disant voilà les principes qu'on propose de mettre en œuvre et quelques besoins, plus les besoins de connaissances, etc. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que quelqu'un s'en soit explicitement saisi. Ça reste un objet soumis complètement à la discussion. Et c'est pareil, Éric Gaume me disait qu'il faudrait 30 ans pour qu'il y ait un minimum d'acculturation des gens, et y compris des décideurs, à un certain nombre de choses qui sont finalement fondamentales pour prendre des décisions et pas si difficiles à comprendre que ça. Là aussi, toutes les interventions de la matinée ont été très pédagogiques et quelqu'un qui veut bien se donner la peine d'écouter pourrait très bien suivre que ça et très bien suivre ce qui a été exposé et comprendre de quoi il s'agit. Et comprendre justement que plutôt que de dire on a une estimation dont l'incertitude n'est pas donnée, qui est faite à partir d'un modèle qu'il ne s'agit pas de discuter, plutôt que d'avoir les intervalles de confiance de la prédiction à 90%, 95% de certitude, encore une fois, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Mais il faut avoir cet esprit d'ouverture en disant j'ai besoin, pour ma culture, pour mes besoins de décideur, de me former un peu. C'est pas gagné. Alors, j'ai une question. Vous avez abordé la notion économique aussi. Parce que souvent, par exemple, dans les plans d'action de prévention des inondations, on nous dit attention, il faut qu'il y ait l'analyse économique par rapport au coût d'aménagement, par rapport à une protection et par rapport aux biens déjà existants. Mais souvent, on regarde comme s'il n'y avait un seul risque arrivé,
alors que les inondations sont un peu à répétition. On est dans la définition de plus en plus des stratégies locales des risques d'inondation, hein, et on sait que les événements de crues extrêmes vont amener à avoir des réflexions sur l'aménagement du territoire aussi. On ne va pas déménager tous les bâtiments qui existent déjà, mais on sait que peut-être il faut avoir des précautions de ne pas implanter certains bâtiments stratégiques, hein, hôpitaux, écoles, etc., dans des zones qui ne sont pas encore déclarées en zone inondable, mais qui, dans une crue extrême, pourraient l'être. Mais, tout à fait ça. Alors moi, je ne suis pas économiste, je ne peux pas vous répondre dans le détail, mais là aussi, effectivement, ça fait partie du processus de décision et des mesures à mettre en œuvre qui ont effectivement, il faut que les coûts soient rendus explicites. Et c'est là que les gens, les citoyens ont aussi leur mot à dire, parce que tout ça doit être explicité, non seulement les composantes de l'incertitude doivent être expliquées non seulement aux décideurs, mais elles doivent être expliquées aussi aux parties prenantes, c'est-à-dire finalement aux citoyens concernés, y compris avec le coût qu'il y a derrière, en sachant que c'est éventuellement incertain, qu'il y a différentes méthodes, et juste j'en sais assez pour dire je m'intéresse forcément au coût de la vie humaine perdue. Vous avez 36 manières d'estimer le coût d'une vie humaine. Mais encore une fois, on est, je pense... Le fait qu'on ait cette session, le fait qu'on soit là, indique que, quelque part, on répond, on commence, c'est-à-dire il y a un besoin qu'il faut combler. Et effectivement, c'est un processus qui va prendre très longtemps. Et j'en parle, nous en parlons à nos étudiants, et effectivement, on attendra qu'ils soient aux manettes, et quelques-uns seront peut-être en mesure de mettre ça en œuvre, parce que c'est pas parce qu'on leur dit que c'est forcément capté. Mais bon.